Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre en endroit où aller. Soirée spéciale avec la délégation générale du Québec à Paris. Et aussi, je tiens à remercier l'agence Tram à Paris qui nous a permis aussi d'organiser au mieux cette rencontre. Alors ce soir, nous avons l'immense joie de recevoir Alain Farah. Bonjour Alain, je vous dis bonjour parce que vous êtes à côté de Montréal et qu'il est 13 heures pour vous. Oui, bonsoir Nathalie. À côté de vous, il y a votre éditrice québécoise et qui est aussi autrice, je ne sais pas comment on peut dire, qui s'appelle Alexis Morin et qui travaille à la maison d'édition Le Cartanier. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors ce soir, il y a deux librairies partenaires, nos librairies historiques, j'ai envie de dire, de ces rencontres. Nous avons la librairie Doucet au Mans et la librairie du Québec à Paris. Donc Alain, nous allons parler de ce roman qui s'appelle 1000 secrets, 1000 dangers, paru le 3 février dernier aux éditions Le Cartanier. Si vous le permettez, oui. Je vais discuter 2 minutes, allez 3 minutes avec Alexis qui va nous présenter les éditions Le Cartanier. Mais avant, je voudrais dire que c'est pour nous comme si ça coulait de source, puisque la précédente rencontre, Audrey Villelmy avait donné un conseil de lecture et avait donné ce livre-là. Donc, il était important pour nous que nous vous recevions ce soir. Donc, merci. Alexis, Le Cartanier a été créé en 2002. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, oui, j'ai préparé une petite présentation. J'allais dire en fait que donc vous, en Europe, vous nous connaissez sans doute un peu mieux seulement depuis 2019 parce que c'est à cette date-là, en fait, qu'on est arrivé en Europe via notre distributeur Harmonia Mundi. En fait, la maison donc, je crois qu'elle a été fondée en 2002, mais les premiers titres, eux, sont parus en 2003. Peu après, en 2004, parmi les premiers jalons là, de l'évolution de la maison, il y a la sortie du premier livre d'Alain Farah, Quelque chose se détache du pas. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, en fait, puisqu'on a seulement quelques minutes, mais dans les grandes lignes, en gros, on a été autodistribué pendant 3 ans. C'est toujours intéressant, en fait, je trouve, à dire à des gens en Europe parce que depuis le tout début, en fait, de la maison d'édition, on publie à peu près autant on a publié, en fait, au début, autant de Français que d'écrivains québécois. Et pendant les années d'autodistribution, on avait autant de points de vente en France qu'au Québec. Donc, ça ne date pas d'hier, notre relation, disons, là, avec vous. Ensuite, en 2006, donc on a eu notre distributeur québécois à la suite d'un gros prix littéraire à Montréal qui s'appelle le Grand Prix du livre de Montréal pour Hervé Bouchard. Parents et amis sont invités à y assister. D'Hervé Bouchard, de votre côté de l'Atlantique, vous pouvez lire au Nouvel Attila son premier livre qui s'appelle Mayou, qui est vraiment une merveille. Quelque chose d'extraordinairement singulier, incarné, particulier et très, pour le coup, très québécois. Disons que ça a quelque chose d'assez dépaysant, même pour les locuteurs du français québécois. Par la suite, donc en 2010, la maison a vraiment pris son élan avec la création de la collection Paul Graff, qui est une collection qui est consacrée aux formes romanesques et de storytelling peut-être un petit peu plus classique. Tout à l'heure, dans le test de connexion avec Nathalie, on parlait de la sériculaire. Elle me demandait là, de lui dire à peu près qu'est-ce que c'est, la sériculaire. Donc, tu sais, ça s'explique bien, disons, par opposition à Paul Graff, si vous voulez. Le Cartanier, c'est une maison d'édition qui a vraiment un ADN qui est plutôt là, du côté de la poésie. Lors de la création de la maison, c'était vraiment concentré plus sur des écritures expérimentales. Au Québec, on a longtemps eu la réputation d'être des canailles formalistes. Ce qui est très drôle parce que c'est plus quelque chose qu'on dirait là, d'emblée de nous, mais n'empêche, au début des années 2000, c'était ça. Et donc, la collection principale, qui est la série QR, notre blanche, entre guillemets. Oui, c'est ça, celui-là qui est vert, mais il y en a, en fait, nos stands dans les foires du livre ressemblent à des arcs-en-ciel parce que chacun des livres de la série QR a un PMS particulier là, choisi par nous et par l'auteur. Bref, c'est dans cette collection-là qu'on met la majorité des textes qu'on publie, peu importe la forme, puis la caractéristique en fait de la série QR, c'est beaucoup ça, c'est cette espèce de réflexion
sur l'écriture, sur la parole, sur la forme. C'est là que tous les textes de nature un peu plus expérimentale vont. Alors que dans la collection Polygraphe, on met, c'est ça, des nouvelles classiques à l'américaine, puis des romans comme Le Plongeur ou comme lequel vous avez aussi, vous avez Le Jeu de la musique aussi, qui est un livre de nouvelles dans la collection Polygraphe qui est commercialisé en France. Vous parlez du plongeur, Alexis, je crois qu'il va être adapté au cinéma en 2023. Le tournage a commencé le 14 février dernier. Donc, oui, sur nos écrans en 2023, j'imagine qu'ils vont trouver qu'ils n'auront pas de mal à trouver un diffuseur en France parce que le réalisateur, Francis Leclerc, est quand même une pointure au Québec. Puis, si ça vous dit quelque chose, c'est le fils de Félix Leclerc, le poète québécois et chansonnier. Donc, c'est ça, c'est une dynastie culturelle québécoise là, qui adapte Le Plongeur en ce moment. Puis, je vais finir rapidement pour laisser la parole à Alain avec ma présentation, mais pour finir avec cette idée des collections, en 2019, on a aussi ouvert une collection de genre qui s'appelle la collection Parallèle, dans laquelle on publie de la science-fiction, du roman noir, éventuellement de l'horreur et du fantastique. Donc ça s'est apparu en 2019 avec, pour l'instant, les livres de Grégoire Courtois et de Tristan Saul. Et donc, c'est à peu près ça. Pour moi, ça fait le tour. Donc, il y a quelque chose de très important quand même, c'est ce petit animal. Donc, le cartanier, moi je dirais sanglier, mais c'est le cartanier. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, c'est ça, hein, le cartanier, ça veut dire c'est le jeune sanglier. Le sanglier de 4 ans. Donc, je recommence, je vous ai raconté ça tout à l'heure aussi pendant le test de connexion, c'est que Éric Larochelière, le fondateur de la maison au tout début, avait envie que sa maison d'édition ait un emblème animal, un peu comme chez Penguin, donc on a le petit pingouin, et un peu comme le lévrier là, de Pharas, Strauss and Giroux. Donc, c'était ça son idée pour trouver le nom de sa maison, disons, pour réduire les possibilités. Puis, il a fini par s'intéresser à cet animal-là qui est le sanglier. Le sanglier qui, dans la civilisation occidentale, fait l'objet en fait, beaucoup de textes et a engendré tout un champ sémantique autour de lui pour nommer... il y a des mots différents, il y a peut-être une dizaine de mots différents pour tous les âges du sanglier. Il y a beaucoup de noms aussi là, qui sont très poétiques. Là. Le sanglier est notamment appelé en français la bête noire. C'est de lui que vient cette expression-là. C'est assez formidable. Et donc, tout ça pour dire qu'on est tombé éventuellement sur ce mot-là de Cartanier qui nomme le sanglier de 4 ans, désormais assez vieux pour vivre par lui-même, pour quitter la horde et aller habiter la forêt et chasser par lui-même de son côté. Et accessoirement, mais c'est quand même amusant à mentionner, c'est que c'est un mot qui, sur Google, engendre pas tant de résultats que ça. Donc, le résultat, c'est que quand quelqu'un Google le cartanier, c'est sur nous qui tombe et pas sur 20 entreprises différentes. Donc, c'est ça. Puis le logo, on l'a depuis nos tout débuts, puis on ne va pas en changer. Là, le logo du sanglier qui marche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est vraiment en mouvement. Il est en mouvement. Je ne sais pas si on le voit bien là, mais il est en mouvement. Voilà. Ouais. C'est parfait. Bon, en tout cas, je vous remercie, Alexis, d'avoir été là au début avec nous. Alors, vous coupez votre image, mais vous ne restez pas loin parce que s'il y a la possibilité qu'il y ait des questions aussi pour vous à la fin, puisque nos amis participants ont la possibilité de poser des questions à Alain par l'intermédiaire de l'onglet Converser ou en commentaire sur la page Facebook. Et donc, je vous rappellerai si nécessaire. Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous. Alain, c'est à nous maintenant. Alain, on va parler de ce livre. Alors, ce livre, il est sorti le 3 février. Il y a 498 pages. Alors, surtout, ne vous affolez pas, parce qu'il y en aurait eu 500 de plus. Ce n'était pas gênant. Vraiment, quel magnifique livre. J'ai envie de vous le faire résumer, mais est-ce que déjà, je voudrais vous remercier, parce que moi, j'ai été ravie d'assister à votre mariage, puisqu'il s'agit de votre mariage. Et c'était en 2007. Est-ce que vous pouvez nous résumer, sans trop dévoiler, ce qui se passe dans ces 498 pages? Bien, en fait, je suis parti de cette idée de faire un livre, en fait, qui tient justement autour de 24 heures. J'avais envie de ça. C'était un clin d'œil, évidemment, à Ulysse de Joyce, qui était un livre à la couverture
nature verte qui m'avait charmé quand j'étais plus jeune. Donc j'avais envie de me donner cette contrainte-là, même si ça n'a rien à voir. Et en fait, nous sommes avec ce narrateur-là tout au long de cette journée et nous vivons, si on veut, très près de lui, une espèce de montagne russe émotionnelle, étant donné que cette journée-là, ce mariage-là, est un rituel donc, auquel un bon nombre d'entre nous, disons, sont confrontés, en fait, dans leur vie. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était justement d'utiliser, si on veut, ce jour-là comme une métonymie, en fait, de la traversée de l'âge de l'enfance jusqu'à celui de l'âge adulte, avec tout ce que ça représente de deuil, avec tout ce que ça représente d'angoisse, mais aussi de joie et puis aussi si on veut, de rédemption. Alors, le narrateur, c'est Alain. Les protagonistes, donc les mariés, c'est Alain et Virginie. Il va y avoir beaucoup de personnages qui vont graviter autour d'eux, notamment Édouard, qui est le cousin d'Alain, il fait quoi? Il conduit une dépanneuse. Et on peut dire qu'il est garagiste, voilà. Oui. Il y a Myriam, la meilleure amie de Virginie, et il y a surtout les parents d'Alain. Il y a Yolande, la mère, et il y a Shafik, je ne sais pas si je le prononce bien, le Très père. Bien, oui. Oui. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement drôle, profond, délicat, sensible. Et la première chose je ne vous avais jamais lu, donc ça a été une vraie découverte. C'est rare de voir un auteur masculin avoir des descriptions aussi précises. On a plutôt l'habitude, nous, de voir ça en France chez des auteurs féminins. Je ne dis pas que vous avez une écriture féminine, mais vous avez fait une mise à nu, c'est-à-dire que vous ne mettez pas de barrière. C'était voulu, il fallait que ça soit pour avoir plus de profondeur dans l'histoire, ou vous êtes comme ça? Moi, si c'est ça que ça veut dire, une écriture féminine, c'est un beau compliment et puis je l'assume complètement. Je pense que, en fait, c'était pour moi un exercice de partage, hein, l'écriture de ce livre-là, c'est-à-dire l'envie justement que des lectrices d'expérience comme vous et comme les personnes qui assistent à notre rencontre aujourd'hui puissent justement plonger, hein, comme on le fait au cinéma, dans une aventure qui soit assez immersive et qu'on s'attache aux personnages, qu'on ait curieusement très envie de savoir ce qui va se passer, alors qu'on sait ce qui se passe normalement dans un mariage. Oui, je le veux, bénis soient les époux, etc. Mais derrière cette espèce de convention, hein, qui fait en sorte que, justement, tous les mariages se passent de la même façon, etc., il y a une singularité dans l'expérience. Et cette singularité, elle vient du fait que Alain, en fait, même s'il est né au Québec, en fait, est d'ascendance moyen-orientale. Et donc, son père et sa mère sont nés à Alexandrie à la fin du règne du roi Farouk et, en fait, ont émigré dans leur vingtaine au Québec. Donc, il y a eu des mouvements migratoires. Hein, donc, je sais qu'en France, c'est un mouvement qui a été très important. Moi, j'ai beaucoup de ma famille aussi installée en France. J'ai vécu en France quelques années, tout ça. Mais j'avais envie de raconter comment ça se vivait dans le Québec, en fait, cette expérience-là de l'immigration. Et puis, ça nous permet, en fait, de voir, hein, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on est immigrant de première génération. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que donc, justement, vous faites des focus sur l'histoire, puisque le père d'Alain arrive, je crois que c'est en 73 qu'il arrive à Montréal, oui. C'est ça? Oui, absolument. Et donc, vous faites un récapitulatif de l'histoire qui est simple, mais efficace, et du coup, ça apporte un éclairage particulier et profond sur ces personnages-là. Ça aussi, c'est très intéressant. Alors, il y a aussi beaucoup d'humour, parce qu'il y a un fil rouge, moi, qui m'a fait rire, c'est l'histoire. Alain, il a un problème de dents. Pendant tout, voilà, les 24 heures, il a un problème de dents. Et donc, il y a des mystères, parce qu'il évoque des personnages, dont un certain Wally Wally, qu'on découvrira dans un chapitre qui, pour moi, un chapitre clé et assez important. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et qui est assez, on a l'impression, c'est ce qui vous faites dire à vos personnages des choses très dures, et on a l'impression que ce dentiste, finalement, qui a un rôle secondaire, vient recadrer tout ce qui se passe. Bon, alors, c'est très compliqué de ne pas tout dévoiler, parce qu'il faut que vraiment... Vous êtes tellement généreux avec les lecteurs dans votre écriture qu'il faut vraiment que les lecteurs aillent lire vraiment ça. Mais il y a une question que je voudrais vous poser tout de suite. Est-ce que vous pensez que le mariage est un endroit où il faut tout dire, ou tout se dire?
Vous voulez dire dans la vie de mariage ou dans la soirée En règle même? générale, Ah, puisque ouais, finalement, vous faites de votre mariage un lieu où il se dit beaucoup de choses. ouais, ouais. Ben, c'est intéressant, puis la référence que vous faites au chapitre de Wally Wally, je pense qu'elle est très juste sur le recadrage parce que c'est le moment où on comprend qu'on a affaire à un livre jusqu'à un certain point qui est politique, hein, qui est un livre qui, justement, se positionne sur la question de l'identité, qui est une question qui nous tient à cœur d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique et qui est une question importante, qui est importante chez les Grecs il y a 3000 ans et qui est importante chez nous aussi. Hein. Qui suis-je? Hein? Qui suis-je? Qui est l'autre? Comment je fais pour vivre avec l'autre, de vivre dans le respect, tout ça. Et puis, je vous avoue que ça m'ébranle même de penser que vous êtes à 3 heures d'avion de Kiev aujourd'hui, puis qu'on parle de ça. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, et puis c'est un vœu pieux, hein, que l'histoire, le cauchemar de l'histoire est derrière nous. Or, comme dit Dominique Scarfonnet, le psychanalyste qui est publié notamment chez l'Olivier, la barbarie fait malheureusement partie du voyage. Hein? Donc on est toujours à un homme près. Hein? Donc, de tomber là-dedans. Et donc, Wally Wally exprime ça, c'est-à-dire c'est un homme qui est issu de la même communauté, donc qui est un Melkite, en fait, et qui est très troublé par le fait que le personnage d'Alain ne va pas se marier dans le rite de son père, mais plutôt dans le rite de sa mère, qui est le rite donc maronite. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez bien connues en France du fait de la grande présence de la communauté, disons, libanaise, puis de la grande histoire qui lie la France et le Levant. Mais donc, ce moment politique-là, il a aussi des conséquences sur la vie des gens en général et un mariage, j'ai envie de dire, dans nos sociétés et dans la communauté dont mes parents sont issus, jusqu'à peut-être leur génération, était aussi si on veut, c'est très drôle à dire, je me sens dans Jane Austen, mais il y avait un marché matrimonial, si on veut. Le mariage, il est lié aussi à une sorte de transaction économique ou à un rapport de classe qu'on oublie parfois dans la vulgate de l'amour qui est aveugle, de ci, de ça. Or, j'ai vécu assez longtemps en France pour voir comment c'est assez aussi quelque chose qui me frappe, comment justement on se marie souvent dans sa caste, tout ça. Donc, pour Alain, il y a un moment aussi trouble pour lui parce que c'est un mariage mixte, en fait, qu'il expérimente. Parce que lui, il est donc considéré comme un immigrant. Donc, même s'il est un immigrant de seconde génération, il est considéré comme un immigrant et il va se marier avec ce qu'on appelle au Québec une pure laine. Hein? Donc, avec donc une Québécoise de souche, hein? On a cette expression-là un peu malheureuse et qui réfère à ces 50 000 Français partis du Poitou, partis de Normandie et qui, au 17e siècle, ont fait la traversée donc, de l'Atlantique. Ils étaient 50 000 hein, au moment de la conquête. Donc c'est une histoire très ancienne, mais qui a déterminé en partie hein, l'économie politique et puis l'économie des relations. Donc oui, je pense qu'un mariage passe par une sorte de vérité, c'est-à-dire de partage, mais qui dit vérité dit aussi malaise, dit aussi violence, dit aussi inconfort. Et je pense que j'ai essayé de faire ça avec le livre, c'est-à-dire de montrer que oui, c'est drôle, comme vous dites, mais parfois on rit jaune un peu. Oui. Alors, vous évoquez tout au long de ces 24 heures, donc il y a la famille, il y a la maladie, il y a le Ouais. deuil, il y a l'amitié, parce que effectivement, il va se passer des choses, il va y avoir des engueulades, des règlements de compte. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est que dans tous ces protagonistes, il y en a quand même une qui est là sans être là. C'est-à-dire, c'est la mariée. Virginie, vous ne la mettez pas vraiment en lumière, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous dites des belles choses sur elle par l'intermédiaire de personnages. C'est-à-dire que c'est Myriam, sa meilleure amie, qui va en parler. Ou alors, c'est jamais... Pourquoi ce choix de l'avoir mis en second plan, alors que c'est quand même une des personnages... finalement, il y a le marié et la mariée n'est pas là. Oui. Bien, c'est un paradoxe que j'ai assumé très tôt, en fait. Et puis, justement, Alexis, qui est avec nous aujourd'hui, Éric aussi, m'ont posé la question très tôt en disant comment tu vas, en fait, tolérer ce paradoxe-là? Jusqu'à quel point tu vas être capable d'avancer là-dedans? Et puis, c'est incarné dans
une nature qui est la mienne, qui est très pudique, en fait, par rapport aux choses très, très intimes. Donc, ça peut paraître paradoxal dans un roman comme celui-là, mais pour moi, ça faisait partie du défi, c'est-à-dire d'utiliser le mariage comme dans son aspect, j'ai envie de dire, civilisationnel ou rituel, ou en fait, comme c'est dans un village, je veux dire, quand il y a un mariage, ben, tout le monde est à la place des fêtes, quand il y a des funérailles, tout le monde se rassemble, etc. Et de laisser de côté l'histoire amoureuse parce qu'elle est hors champ, parce que c'est pas quelque chose dont je suis prêt à parler, notamment parce que le personnage, et donc moi aussi, est né, si on veut, d'une histoire amoureuse très passionnée qui est celle de ses parents, mais qui finit très mal et qui continue, si on veut, d'être radioactive plusieurs décennies après leur séparation. Pour moi, la clé, puis je pense que c'est pour ça que mon éditrice, mon éditeur m'ont laissé avancer, c'est que le livre s'appelle « 1000 secrets, 1000 dangers ». Et parmi un des secrets du livre, c'est que le couple, en fait, ce n'est pas tant le couple de Virginie et Alain que le couple de Alain et Édouard, en fait. Comme en amitié, comme en fraternité, on peut aussi dans une relation passionnelle. Et ces deux hommes-là sont très, très proches, même si tout les sépare. Vous avez fait référence à la situation précaire d'Édouard qui, comme garagiste, donc peine à joindre les deux bouts, alors que Alain, lui, est sur une trajectoire donc, qui s'annonce un peu plus prometteuse du point de vue économique du fait que son père, à lui, donc l'a incité à fréquenter les bonnes écoles, les grandes écoles, tout ça. Et donc, Édouard n'a pas eu cette chance-là. Donc, ils sont vraiment frères de sang, mais en même temps, tout les sépare dans le quotidien. Et donc, pour moi, ça me semblait intéressant de montrer cette dynamique-là. Mais comme vous l'avez dit, donc l'astuce, c'est d'arriver à faire apparaître Virginie un peu discrètement par sa relation avec Myriam, parce que c'est le deuxième couple, si on veut, du livre. Donc, Myriam et Virginie qui sont amies d'enfance. Et donc, ces deux couples-là se regardent et ce qu'acceptent à la fois Édouard et Myriam, c'est de laisser aller, en fait, laisser aller leurs amis, leurs meilleurs amis, leurs frères, leurs sœurs dans ce mariage-là. Et puis, il est assez discret, le récit de ce mariage-là, parce qu'il ne fait que commencer jusqu'à un certain point. Et donc, à partir de là, tout reste à écrire jusqu'à un certain point. C'est vrai que l'engueulade, je ne dévoile pas trop si je dis ça, entre Édouard et Alain est terrible parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est un couple qui se déchire parce que ça va très loin. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de tabou parce que vous parlez d'argent aussi, puisqu'il est question d'argent entre Édouard et de religion. Donc, ça aussi, vous y allez vraiment. Il y a rien qui. Alors, il y a des choses aussi qui m'ont intéressée, c'est que j'aimerais bien savoir quelle est la place dans votre vie du Seigneur des Anneaux, parce qu'il est beaucoup question de Tolkien et c'est un livre qui vous a marqué? Non, pas tant que ça, parce que comme Édouard, je ne l'ai pas lu. Alors, ah oui. Donc, vous voyez, en fait, peut-être pour faire sourire vos auditrices et vos auditeurs, on peut quand même leur dire que Édouard, en fait, est un peu désespéré face à la carrière littéraire de son pauvre cousin qui aspire au succès, qui est très ambitieux, mais qui, selon lui, écrit assez mal. Et il lui reproche, en fait, qu'il y a seulement deux, trois, on dit en québécois, weirdo, donc deux, trois bizarroïdes, si on veut, qui s'intéressent à ça et c'est tout. Et donc, la seule chose qu'il a, en fait, comme comparatif, Édouard, c'est de dire, mais comment ça se fait que tes livres se vendent si mal si Tolkien vend si bien, en fait? Et donc, il n'y a pas de pression du tout de la part d'Édouard. Et donc, c'est comme une sorte de leitmotiv dans le livre qui est une manière de me tirer la pipe, si on veut, en disant, bon, on est quand même pris avec ça quand on écrit, quand on a le désir d'écrire, quand on a le désir d'aller à la rencontre du public, qui a ces espèces de monstres sacrés. Et donc, ça devient, si on veut, Tolkien, l'emblème de toute cette littérature-là. Mais vous comprenez, Édouard ne pouvait pas dire Carrère ou il ne pouvait pas dire Darius Seck, tout ça, qui sont deux écrivains que j'admire énormément, qui m'ont beaucoup appris. Mais donc, Tolkien, c'est tellement gros. Et puis, Édouard insiste tellement là-dessus jusqu'à ce qu'on comprenne. Bon, je révèle un petit truc, mais qu'il ne l'a même pas lu, en fait. En fait, qu'il est allé voir les films. et donc, il y a beaucoup d'humour qui passe par là. Mais je vous avoue que c'est surtout de moi dont je me moquais parce que justement, j'en lis 30 pages et puis ça me tombe des mains parce que
qu'il y a trop, c'est trop pour moi, là, vous comprenez? Donc, je viens d'une autre tradition. Alexis parlait de la poésie tout à l'heure, tout ça. Donc, on a beaucoup appris à travailler à partir du catalogue de POL, tout ça. Donc, moi, la littérature française, c'est là-dedans que j'ai été formé, tout ça. La première fois que j'ai pleuré, c'est à l'âge de 17 ans en lisant. Pas la première fois que j'ai pleuré. La première fois que j'ai pleuré en lisant un livre, c'est en lisant La vie de Vansois d'Émile Ajar. Et je veux dire, à partir de là, c'est pour ça que j'étais assez convaincu, Nathalie, de faire ma vie en France, pour vous dire la vérité. Parce que pour moi, les marques de la littérature, c'était la France et c'était, qui plus est, Paris même. Donc, mes 2 premiers livres sont des livres qui parlent plus de Paris que de Montréal, parce que Paris, c'est une ville que j'ai adoptée assez tôt. Dès que je suis devenu adulte, j'ai commencé à y séjourner. Et puis, l'arrivée de Montréal dans mon travail est plus tardive. Et puis, Mille secrets, mille dangers est comme une sorte, quand vous dites qu'il n'y a pas de tabou, mais c'est aussi le fait de dire sans tabou, je suis québécois. J'ai le droit de dire je suis québécois, même si mes parents viennent d'ailleurs. Et je suis québécois égal à tous les autres peuples du monde. Et donc, ça, pour moi, c'est quand même un travail parce que, vous savez, le peuple québécois est assez complexé à propos donc, de nations qui ont des histoires plus longues et plus complexes que lui. Et puis, il y a ce travail-là, je pense, que j'essaie de faire dans le livre, de moi-même me libérer de ces complexes. Ce qui est très troublant aussi, c'est que bon, un mariage est très planifié. Un livre, normalement aussi, il y a une construction qui est assez, qui va être rigoureuse. Vous, on a l'impression que c'est déstructuré tout en étant structuré. Et ça, c'est très intéressant aussi, cette construction. Parce qu'on a l'impression que c'est foutraque, mais non, c'est pas foutraque. C'est vraiment millimétré et on sait, vous savez très bien que votre personnage va aller d'un point A à un point B. Mais c'est vrai que dans la tête du lecteur, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui nous fait? Est-ce que c'était aussi le fait de dire que c'est le temps qui a une emprise sur tous ces événements qu'il y a dans ce mariage? Mais c'est une piste vraiment intéressante, celle du temps, parce que vous m'amenez en fait à réfléchir au fait que dans l'expérience brutale du réel, le temps n'est pas nécessairement linéaire. Donc, on le sait, hein, qu'on vit des émotions très vives, et puis je sais que c'est quelque chose que vous avez sans doute vécu, que votre auditoire a aussi connu, c'est que qu'est-ce qu'on va se dire? On dit, je ne sais plus où on est, où j'en suis, qu'est-ce qui ne va pas. On va essayer de se raconter, hein, le fil des événements, qu'on va vivre quelque chose de très brutal, tout ça. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était pas possible d'offrir l'histoire d'une sorte de crise, en fait, parce que c'est un livre qui est une crise, d'offrir une crise racontée linéairement avec un début, un milieu, puis une fin dans cet ordre-là, comme disait Godard. Donc la stratégie, en fait, c'est de faire un peu... il y avait Murphy, qui est un analyste de Rimbaud, dit « Celui qui écrit le bateau ivre n'est pas ivre ». Donc, l'idée de, comme vous dites, mettre en scène une sorte de désordre qui va effectivement placer la lectrice, le lecteur dans une sorte de peut-être de vertige au début, mais il se résout plus le livre avance. Et j'ai envie de vous dire, alors c'est pas que je veux absolument là, jouer aux commerçants, tout ça, mais que c'est un livre, donc non pas qu'il faut l'acheter 2 fois, mais en le lisant 2 fois, on va en faire une nouvelle expérience parce que comme le livre, en fait, peut-être pour que ce soit plus clair pour votre public, en fait, commence assez tardivement dans la soirée et puis va revenir sur les événements de la veille et puis sur des événements de quelques mois qui précèdent, etc. Et puis retourner à... Donc, le point A au point B dont vous parlez, ça, c'est vraiment... il faut le reconstruire. Mais quand on revisite le livre, on se rend compte qu'il y avait des déterminations qui étaient là, agissantes. Et puis, on a travaillé fort là-dessus. Puis, c'est pour ça que mes éditeurs ont été extrêmement précieux et patients avec moi parce que parfois, il y avait les causes et les effets devaient être en cohérence. Mais c'est un peu quelque chose que j'aime faire, c'est-à-dire et c'est pour ça que ça me prend du temps d'écrire des livres. Donc, il y a quelqu'un qui a décidé de passer l'aspirateur dans l'hôtel où je suis. J'espère que c'est parfait. Génial. Donc, je m'en excuse. Mais donc, c'était pour moi une manière aussi de donner une expérience forte de lecture. Hein, de dire, ah, c'est drôle, quand vous dites foutraque, tout ça, c'est bon, ben, je vis un truc spécial avec ce livre-là. Puis c'est ce que je constate que certaines personnes disent, ah, ben, merci de
nous avoir sortis justement d'un truc très linéaire et tout. C'est footrack, mais très maîtrisé, Alain. Attention, hein, je ne dis pas que ce n'est pas un défaut, c'est un compliment. Parce que non, non, je l'ai reçu comme ça. Oui, absolument. C'est extrêmement absolument. maîtrisé parce que franchement, et puis tous ces focus que vous faites, effectivement, quand on commence, on est à la soirée du mariage, on revient en arrière, un peu la veille, un peu après on revient en 1973. Tout ça, ça nous fait un éclairage complet sur tous les personnages et on a besoin de ça pour savoir qui vraiment est Alain aussi. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que vous n'avez pas peur de dire qu'Alain, il est malade, Alain, et puis il prend beaucoup de Xanax quand même, Alain. Hein. Il est très angoissé et ça aussi, on a l'impression que c'est complètement décomplexé. Vous n'avez pas honte de dire, bah voilà, il prend du Xanax, le narrateur, il est très angoissé. Non, tout ça, c'est extrêmement bien maîtrisé et ça apporte beaucoup en profondeur à cette soirée et à cette histoire, quoi. Mais vous savez, j'ai 43 ans, c'est mon 6e livre, tout ça, il y a des choses qui peuvent juste arriver dans la durée. Et puis, ça me surprend parce que, bon, au Québec, le livre est sorti depuis la fin septembre, puis c'est vraiment une belle aventure. Et puis, c'est des très, très belles rencontres, très émouvantes pour moi, de gens qui disent « je me suis reconnu ». Et donc, je fais l'expérience du cliché, hein, qui est de dire tu racontes un truc très personnel, mais tout d'un coup, qui rebondit sur la vie des autres. Alors, je me dis comment l'histoire d'un mec de 43 ans, immigrant de Libanais d'Égypte, mal de ventre, machin, ça parle à une dame de 73 ans qui lutte contre la sclérose en plaques, tout ça. Mais c'est là que la littérature apparaît dans toute sa force, c'est-à-dire une sorte de vérité littéraire où quand on arrive vraiment à force de travail, parce que cette maîtrise dont vous parlez, je reçois le compliment, mais je sais combien elle m'a coûté, hein, donc 8 ans d'apprentissage, hein, de dire, bon, mais comment on fait? Il faut recommencer au début. Hein, c'était comme si c'était un nouvel instrument pour moi dont je devais apprendre à jouer. Et donc, ce mouvement-là, il est laborieux, mais à un moment donné, il arrive à produire une sorte de fluidité peut-être qui permet cette expérience-là, je l'espère. Et c'est ce caractère décomplexé, comme vous dites, je pense que, et j'ai retenu ce que vous avez dit sur les tabous, hein, notamment le tabou de la religion et de l'argent, hein, qui sont des thèmes très très fort. Hein? Donc, moi, j'ai des discussions passionnées avec ça, avec mes amis français notamment, mais qu'on n'a pas l'habitude non plus d'entendre nécessairement comme ça dans la vie de tous les jours. Et puis, le père d'Alain, il est marqué hein, par cette façon de faire. Vous parliez de Wally tout à l'heure, quand il est dans sa diatribe raciste et tout ça, le père dit à son fils, tais-toi. Qu'est-ce que tu vas gagner de lui répondre? Et Alain est mis face à cette question-là qui est à la fois de l'ordre d'une sorte de sagesse, hein, de dire c'est vrai, pourquoi on va jouer le jeu de cette personne qui agit de façon brutale et tout. Mais en même temps, se taire, c'est aussi acquiescer jusqu'à un certain point. Donc Alain voit un peu les choses différemment. Mais voilà, oui, c'était important pour moi d'aller dans des zones plus difficiles, comme celle de la maladie, comme celle des problèmes liés à l'argent, des problèmes liés à la religion, tout ça. J'avais envie de faire un livre qui puisse avoir un écho sur ces choses-là qui, encore aujourd'hui, en 2022, détruisent des vies. Il y a un moment suspendu aussi, c'est le passage entre Myriam et Virginie et cette fameuse hirondelle. Ça, c'est une respiration dans ce livre. Ouais. On a une bulle, voilà. Et ça, c'est extrêmement bien écrit. C'est votre côté peut-être poète, j'ai envie de dire, qui est ressorti là, à ce moment-là. Mais je voudrais aussi qu'on revienne sur un truc que vous avez écrit, page 84, où vous avez écrit « J'aurais souhaité que ce livre raconte tout entier un mariage. J'aurais souhaité que ce livre soit un livre de joie, mais ce livre sera ma peine. » Est-ce que vous pensez vraiment que ce livre est un livre qui n'est pas joyeux? Parce que moi, j'ai envie de dire que c'est le contraire. Il y a quand même, c'est quand même très lumineux, parce qu'ils sont très hauts en couleur aussi, malgré leur faille, ces personnages. Ouais. Mais je pense qu'à ce moment-là, ça, c'est très proche de moi, cette phrase-là. Puis c'est au début du livre quand même. Et puis c'est un livre qui a été très dur à écrire, vraiment très dur à écrire. Et il a été, donc, ma peine au sens presque carcéral, j'ai envie de dire. Hein? Donc, il a été une prison dans laquelle, une cellule dans laquelle je me suis débattu hein, pendant plusieurs années. Pourquoi? Précisément parce que c'est un livre qui est habité par une forme de honte, en fait. Et j'explique à vos auditrices et
et à vos auditeurs. J'ai l'habitude de faire de la radio, hein, mais c'est plutôt des spectateurs et des spectatrices. Hein. Donc, c'est que, en fait, quand l'idée a surgi, alors c'était une conversation que j'avais avec mon éditeur, et puis on échangeait, puis l'idée est venue justement étant donné que le mariage est très présent dans tous mes livres, parce que farah en arabe veut dire mariage. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup joué dans mes livres précédents, tout ça. Et donc, on disait en rigolant, bon, ben, allons-y pour de vrai, faisons un mariage. Et mon éditeur a dit, commence par le mariage comme le parrain de Coppola qui commence comme ça. Et quand je me suis mis à me dire, je vais faire un livre qui va commencer par un mariage, donc je vais faire un livre qui va se dérouler dans un mariage, entièrement dans un mariage, tout ça, j'ai eu une image qui m'a beaucoup frappé, qui était celle de Myriam, justement, ma meilleure amie, qui était notre dame. Au moment où j'ai eu cette image-là, en simultané, notre amie était en train de lutter, hein, d'essayer de survivre à un cancer. Et j'ai comme compris, en fait, qu'en me plongeant dans cette journée-là de 2007, 2014, qui a été l'année de sa mort, tout ça, allait aussi interférer dans le livre. Et j'ai eu honte, en fait, de penser que j'allais écrire là-dessus aussi, hein, comme si c'était une usurpation de son histoire. Et donc, ça reste quand même pour moi difficile de penser à ça, mais sans chercher absolument le happy end. La consolation pour moi, ça a été un moment quand même assez dur pour moi, c'est d'aller donner le livre à sa mère, en fait. Et donc, j'ai fait ça quelques semaines avant la sortie du livre au Québec. Et puis, par le plus pur des hasards, j'ai recroisé sa mère seulement samedi dernier, donc au 40e anniversaire de son beau-fils, je ne rentre pas dans les détails. Et puis, elle dit, oui, moi je l'ai lu, merci, tout ça, mais elle dit, elle dit, moi, c'est pas possible pour moi de te dire ça, mais elle dit, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir et qui me disent, j'ai un peu entendu Myriam rire, j'ai un peu, Myriam est ressurgie un peu. Alors, bien sûr, c'est une vue de l'esprit, et je crois vraiment pas que la littérature ressuscite qui que ce soit, mais c'est dire que je suis arrivé avec le soutien de mes éditeurs à trouver une zone où on faisait apparaître justement assez de lumière sur ce personnage-là, mais qu'on faisait, hélas, apparaître la tragédie de sa disparition. Moi, je voudrais dire quand même à nos amis lecteurs qui n'aient pas peur d'aller acheter ce on va dire gros pavé, parce que c'est une merveilleuse exploration du rapport à soi, du rapport à sa famille, du rapport à ses amis et surtout à son identité. Et vous l'avez très bien expliqué. Mais ces personnages, vous avez dit, on a l'impression d'avoir entendu Myriam. Moi, je ne connais pas les personnages, mais j'ai l'impression de bien avoir visualisé Yolande, votre mère. Je ne sais pas si c'est vraiment le prénom de votre mère, mais en tout cas, mais c'est oui, un bien sûr. qui est quand même vraiment, alors ça c'est un personnage, je me suis dit mais c'est dingo, parce qu'on la visualise, on l'entend parler, c'est assez extraordinaire la façon dont vous décrivez Yolande, mais tous ces personnages, donc je comprends mieux la réflexion qu'on vous a faite en disant j'ai l'impression de l'avoir entendu rire, parce que moi je connaissais pas votre voix et c'est proche de ce que j'avais imaginé quand même. Mais génial. Donc, génial. non, Mais si j'ai la chance de faire une tournée en France, j'amènerai ma mère dans le coin de Toulouse. ah, Là, vous oui, verrez. Là. Après 2 jours, Yolande. vous allez me dire, est-ce que vous retournez maintenant au Québec? Non, il faut amener Yolande. Oui, elle Il y est a un extraordinaire, épisode, c'est ça. on va pas Ah le oui. dire, mais il y a un épisode sur un fameux prénom qui est assez. On a l'impression que c'est un gag, que c'est vraiment. Ça serait un film, on visualiserait très bien, mais je trouve que l'écrit retranscrit encore mieux ce passage-là. Donc voilà, dans ce livre, il y a vraiment, mesdames et messieurs, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ce sont les descriptions, parce que j'ai jamais vu un homme aussi bien décrire ne serait-ce que les femmes déjà, et surtout le mariage, parce que c'est très difficile de faire parler les hommes sur leur mariage. Vous le faites de façon décomplexée et vraiment vous allez en profondeur. Donc c'est vraiment un merveilleux moment que j'ai passé avec vous pendant ces 498 pages. Merci Voilà. Nathalie. Frédéric, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Je laissais finir. Alors, il y a beaucoup de choses qui se posent comme question, et notamment cet étonnement, et qui est d'ailleurs quelque chose que moi j'entends beaucoup dans les ateliers d'écriture.
la première chose que disent ceux qui veulent écrire sur l'intime, et c'est souvent qu'ils veulent écrire sur l'intime, c'est la légitimité. Comment s'accorder la légitimité d'écrire sur soi, sur son mariage? Et là, vous prenez, j'allais dire, le moment le plus hystérique de la vie amoureuse, en tout cas public. Oui. Euh, comment on s'approprie cette légitimité? C'est une belle question et puis j'ai l'impression que la seule manière de le faire, c'est en acceptant que ce ne sera pas notre mariage, hein, que ce ne sera pas notre vie, que ce ne sera pas notre récit de soi, nous-mêmes, la personne civile. Hein. Donc, Pierre Michon avait écrit ce livre fabuleux chez Verdier qui s'appelait Corps du roi, où il expliquait que Beckett avait beau être Beckett, hein, il disait c'est aussi un sac qui contient des organes et tout ça. Donc et puis il se référait c'est Kantorovitch qui avait écrit le beau livre sur les deux corps, hein, du roi ou de la reine, c'est-à-dire que la possibilité pour la royauté de traverser les âges, mais qu'elle s'incarne dans un corps humain le temps de... Et donc, j'ai comme l'impression qu'il faut se rappeler de ça quand on écrit pour dire que si on veut justement dévoiler des choses sur nous-mêmes et tout, ça risque d'être assez peu intéressant. Ce qu'il faut, c'est se mettre au travail à partir de la matière. Donc, moi, je vois ça comme de la sculpture, pour vous dire la vérité, c'est-à-dire que ces expériences de vie qui sont les miennes, mais qui sont celles des gens autour de moi. Donc, souvent, l'écriture consiste à beaucoup écouter aussi, hein, beaucoup écouter, à beaucoup observer, à beaucoup collecter de l'information, qui est de l'information émotive, mais qui est aussi de l'information factuelle, tout ça. Et donc, j'aurais envie de dire que cette suspicion-là que vous évoquez, elle m'apparaît, elle, pour le coup, très légitime parce que les gens sentent qu'il y aurait là quelque chose d'impudique ou d'illégitime à juste raconter son histoire de façon, si on veut, comme ça, un peu spontanéiste ou sans se mettre au boulot. Mais après, de prendre l'expérience de vie et puis de vivre avec elle dans l'écriture pendant plusieurs années, puis de voir lentement l'émancipation de cette histoire-là, donc de sa propre vie, voir les personnages commencer à avoir leurs propres besoins, puis une dynamique s'installer, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est l'expérience de la littérature. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est pas avoir peur de se mettre au travail. Et il y a un moment donné où on n'a plus du tout l'impression qu'on parle de soi. On sait d'où ça part, mais c'est autre chose. Mon premier livre s'appelait « Quelque chose se détache du port ». Donc, on connaît hein, le port d'attache, il est où, mais ensuite, la trajectoire de l'histoire, elle est tout à fait autonome. Est-ce que vous avez eu... Alors, parce que je pense que quand ils disent ça, la légitimité, c'est aussi en pensant à ceux qui vont se retrouver en face d'eux, en leur et qui vont vous dire mais ma vérité n'est pas ta vérité. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de retour sur le livre? Oui, bien sûr, et c'est sûr que c'est confrontant, mais c'est là qu'il faut rappeler que c'est écrit roman hein, sur le livre. Donc, c'est pas écrit témoignage, c'est pas écrit, je veux dire, vraie vie. Vous comprenez, c'est écrit roman. Donc, je pense, moi, j'ai été assez chanceux parce que c'est des gens très près de moi hein, dont je parle, donc mon père, ma mère, ma femme, mon cousin qui est comme mon frère, tout ça. Donc, c'est des gens qui, bon, il s'en serait passé. La vérité, c'est qu'il s'en serait passé, ça c'est sûr. Ah, quand même. Mais, ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'ils vous ont isolé dans un hôtel où il y a plein de neige regardez, je suis là, il y a plein de neige tout seul. C'est comme dans le Shining, vous savez, là, sauf que je suis seul au moins, donc je vais me mettre à taper à la machine tout à l'heure. Mais donc, il y a beaucoup de bienveillance. Là où c'est plus difficile parfois, c'est que toute cette nuance que j'opère avec vous et puis que vous êtes en mesure, vous et vos spectatrices et spectateurs, d'opérer, bien, parfois les gens sautent par-dessus cette étape-là. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai des gens qui m'envoient des recettes pour moins avoir mal au ventre. J'ai des gens qui connaissent mon père, qui l'ont appelé pour s'assurer que tel truc était OK, tout ça. Donc, mais moi, je trouve ça intéressant. Parce que c'est signe qu'on touche à une vérité littéraire, vous savez, qui, si on dit que la marquise sort à 5 heures et puis qu'on invente un monde complètement factice, parfois, oui, on a écrit une bonne histoire, mais le truc, pour moi, qui est la mission de la littérature, c'est-à-dire d'arriver à mettre des mots sur des expériences humaines qui, parfois, sont innommables ou
dont parfois les tenants, les aboutissants nous échappent, et puis que le travail des écrivaines et des écrivains, c'est de dire non, regardez, laissez-moi faire ça, c'est mon travail de donner une forme à ces expériences-là. Qu'est-ce que c'est un mariage pour quelqu'un qui a vécu, par exemple, qui est un enfant du divorce? Une question très simple. Question très simple. Là, il doit y avoir des tonnes de thèses de fait là-dessus en travail social, puis dans notre discipline et tout ça. Mais si on veut le vivre, bien là, on a un livre pour le vivre. Comment le fils, voyant qu'il va devenir lui-même le mari, ne peut s'empêcher d'angoisser en pensant qu'il risque peut-être d'imposer une certaine violence à sa femme. Une violence verbale, une violence de domination, etc. Et il ne veut pas ça, mais même chose avec quand il va avoir des enfants. Est-ce qu'il va de se divorcer à son tour lui aussi? Donc, vous voyez, il est pris devant la peur de l'éternel retour. Mais donc, on voit que c'est des thèmes qui sont archétypaux et qui, pour moi, donnent, si on vient à cette question-là, de la légitimité au projet. Anne voudrait savoir, quand vous avez envisagé de faire ce livre, vous avez dit tout à l'heure que c'était un livre vous avez deviné que ça serait votre peine. Et elle se demande, Anne, si vous avez eu peur de ça déjà quand vous avez envisagé de faire ce livre, parce que ce jour-là, ce jour du mariage, les gens qui sont extérieurs voient beaucoup de choses que les mariés ne voient pas. Et si vous vous attaquez à ça en tant qu'écrivain, forcément, vous allez rencontrer des choses que vous ne voudriez pas rencontrer. Ouais. Est-ce que vous en avez eu conscience en attaquant ce livre, que vous alliez rencontrer ça? Pas au début. Ça, c'est le cadeau, en fait, d'être allé jusqu'au bout. Mais c'est un cadeau empoisonné ou un cadeau qui laisse un drôle de goût dans la bouche. Et puis, Anne a raison de placer les trucs dans une perspective qui est celle de justement… En fait, je me suis invité à mon propre mariage en le réécrivant. Et là, tout d'un coup, je suis dans la salle à regarder ce gamin qui a 15 ans de moins que moi aujourd'hui et qui, ce jour-là, ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, est pris et est un symptôme ambulant, si on veut. Et ce que j'ai découvert, et ça, j'ai vu aussi que dans le chat apparaître une remarque de Claude, je pense, autour de la question des préjugés, tout ça. Ce que j'ai trouvé très difficile à rencontrer, comme en me voyant de l'extérieur de moi-même, c'est tous les préjugés que j'avais envers moi-même comme fils d'immigrant. C'est-à-dire que on est dans… Je ne sais pas comment ces choses-là résonnent en France parce qu'il y a quelque chose de singulier en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique… Il n'y a pas la République. Donc, il n'y a pas la République qui donne cette aspiration-là, puis qu'on doit questionner, évidemment, à une sorte d'égalité, tout ça. Donc, on reste quand même près des communautés dont on est issu. Et ça, en soi, ça fait en sorte que ce travail d'émancipation, il n'est pas produit par les institutions, il est produit par les individus eux-mêmes. Et donc, ce que je raconte dans le roman, c'est que donc, j'étais dans une école élémentaire qui était une école très multiethnique, multiculturelle, c'est-à-dire où toutes les communautés, c'est le melting pot, un peu l'image qu'on a d'Épinal de l'Amérique, et tout le monde vit dans sa communauté, tout le monde se rassemble et vit paisiblement, etc. Et donc, ça s'expliquait parce que mes parents m'ont envoyé à l'école privée au cours élémentaire. C'est quelque chose de très rare, en fait. Et c'était une manière, parce que comme il y avait un processus de laïcisation, donc des écoles élémentaires dans les années 80, mais pour mes parents, pour me donner une éducation catholique, ils incitaient pour que j'ai une éducation catholique, mais devaient m'envoyer dans le circuit privé. Et donc, beaucoup de fils d'immigrants, le même choix. Et au secondaire, donc quand je suis arrivé à l'école secondaire, donc l'équivalent du collège et du lycée, en fait, l'école que j'ai choisie, sans trop le savoir, en fait, était une école où il n'y avait pratiquement aucun enfant issu d'immigration. Donc, parce que justement, au secondaire, c'est donc là une pratique qui est un peu plus, si on veut, commune, en fait, d'envoyer ses enfants quand on est dans la petite bourgeoisie à l'école privée. Et donc, il y a beaucoup plus d'écoles privées. Donc, les fils d'immigrants, les filles d'immigrants se dispersent, si on veut, dans le circuit. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé en arrivant là de tout d'un coup me voir comme l'autre. Ce que je n'avais pas réalisé que j'étais, parce que moi,
maison avec mes parents, mais mes amis parlaient une autre langue que la langue que moi je parlais. Tout ça, et tout le monde vivait dans cette espèce de truc où c'était pas une question, en fait. Et là, tout d'un coup, en arrivant à l'école secondaire, on m'a dit, toi, tu n'es pas comme nous. Hein? Toi, donc, et puis c'est pas les plus belles choses qu'on dit, hein? Et puis c'est des remarques qui sont très blessantes parce que c'est des remarques qui ont à voir avec ce qu'on est, avec la texture des cheveux, avec le teint de la peau, avec l'odeur du déjeuner que nos parents nous préparent, etc. Donc, c'est des expériences qui sont très, très ébranlantes, si on veut, très, très violentes. Et à un âge où on a besoin d'être comme les autres aussi. Exactement, tout à fait. Et là, je suis encore en train de répondre à Anne, c'est-à-dire qu'il a fallu que j'écrive 4 versions de 1000 secrets, 1000 dangers pour me rendre compte que, en fait, beaucoup de ma vie, en fait, avait été une entreprise de dénégation de ce passé-là. Et donc, arrivé au secondaire, j'ai vu les gens les plus populaires, j'ai vu ceux qui justement obtenaient toute l'attention, tout ça, et puis je me suis fondu à eux, c'est-à-dire j'ai changé mon accent, j'ai changé ma manière de m'habiller. Donc, j'ai voulu tout d'un coup devenir un Québécois de souche. Et donc, je l'ai tellement bien fait, en fait, que je me suis oublié là-dedans. Et puis, bon, j'espérais que quand ma mère allait venir à la sortie de classe, qu'elle n'allait pas me parler l'arabe. J'espérais qu'on ne me pose pas trop de questions sur le quartier où j'habitais. On me dit ça. Et donc, ce racisme-là auto-infligé, pour moi, je ne pensais jamais écrire un livre là-dessus. Et c'est ça qui a surgi, en fait, sur la haine de soi. Et au Québec, ça résonne parce que c'est quelque chose qu'on n'entend jamais. Surtout pas chez les immigrants de deuxième génération, de dire oui, nous vivons le racisme, dans le fond, à l'intérieur, justement, des communautés issues d'immigration, mais nous vivons aussi le racisme à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé. Après, est-ce que je dis cadeau parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris de ça. Et puis, ça me permet de regarder les choses un peu différemment puis d'essayer de réfléchir à, en fait, comment on n'a pas imposé ça aussi aux gens. C'est-à-dire comment on peut, en fait, avec un tronc commun, laisser de la place aussi à une certaine différence sans chercher nécessairement à vouloir réduire toutes les aspérités, tout ça, et puis travailler sur des identités qui sont, c'est-à-dire extrêmement monolithiques, ce qui est pas le cas, en fait. C'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas dans n'importe quel pays de l'histoire. Et puis, du coup, vous ouvrez la porte à la question de Stéphania, qui est alors, est-ce que vous vous considérez écrivain québécois ou écrivain migrant? Est-ce que cette notion est encore d'actualité? Pour moi, elle pose un immense problème. Hein? Cette idée d'écrivain migrant, pour moi, elle est vraiment à questionner parce que, en fait, elle place certains et certaines dans une sorte de no man's land où ils seraient migrants, mais on est migrant jusqu'à quand? Je veux dire, comment ça se fait que Beckett est écrivain français et pas écrivain migrant, vous comprenez? Il y a tout un truc où si on rentre là-dedans, donc Pandore en même temps avec la question identitaire. Et puis moi, je suis prêt maintenant, à l'âge que j'ai, à discuter de ces choses-là. Elles m'intéressent. Alors, je fais référence à un cousin éloigné dans mon roman qui s'appelle Amin Maalouf, hein, qu'on n'aurait pas idée de ne pas considérer comme un écrivain français. Hein, on dira franco-libanais souvent. Wajdi Mouawad, hein, bien installé aujourd'hui à Paris, etc., est passé par le Québec, tout ça. Donc, moi, je peux pas, si vraiment on joue à montrer sa carte d'identité, tout ça, je peux pas être rien d'autre qu'un Québécois. Hein? Je suis né au Québec, je vais probablement mourir au Québec, et puis mes enfants sont nés ici, tout ça, mes parents, ils sont depuis un demi-siècle. Il y a quelque chose pour moi qui est un non-enjeu. Mais après, pour la littérature, c'est passionnant parce que ça crée aussi des rapports de force qui semblent aussi pour moi poser problème. Et puis moi, mon livre, je pense, je l'ai travaillé pour être en dialogue avec toutes les écrivaines et tous les écrivains du monde, pas les écrivains québécois ou les écrivains américains. Donc moi, mon espoir, en fait, c'est que mon roman soit lu en France,
comme le livre d'un écrivain. Donc, sans nécessairement qu'il soit un écrivain québécois, ou alors que si on me lise comme un écrivain québécois, mais qu'on voit qu'être un écrivain québécois, c'est mille et une choses. Alors, j'ai beau être dans une cabane au Canada en ce moment, en vous parlant. Donc, ça se passe justement dans la communauté issue du Moyen-Orient. On discute de plein de trucs, tout ça. Et puis moi, je veux dire, mais c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et puis, j'ai des beaux modèles, en fait, Dany Laferrière, que j'admire beaucoup. Pour moi, il a fait ce travail-là de circulation. Alors, on ne sait plus, est-ce que c'est un écrivain haïtien, est-ce que c'est un écrivain québécois, est-ce que c'est un académicien, il a vécu plusieurs années à Miami, etc. Donc c'est un peu trop facile de dire après écrivain du monde. On a résolu. On a résolu ça en disant un écrivain francophone, en fait. C'est-à-dire que la francophonie, c'est ça, c'est être d'une langue et non plus d'un pays. Ah ben ça, tout à fait. Puis c'est un français qui est le nôtre, qui est différent, puis qui a dû vous faire sourire, Nathalie, par moment, tout ça. C'est-à-dire que le livre est écrit quand même dans un registre assez soutenu, parce que c'est la manière dont je m'exprime en général. Mais en même temps, il se permet d'aller toucher à quelque chose de l'ADN de notre vernaculaire aussi, là. Bon, alors, il paraît que ce n'est pas résolu. C'est une notion refusée par certains, la francophonie, ou critiquée par certains écrivains. On ne va pas résoudre le problème parce qu'on est à la conclusion. C'est génial. Non, mais c'est génial. Mais de toute façon, le débat est ouvert. Et on va passer à vos conseils lecture, peut-être, Nathalie. Ce serait bien que Alain on demande vos références littéraires en même temps. Ça va être l'occasion de nous donner des références littéraires si vous nous faites un conseil lecture. Ben, écoutez, j'ai envie de. Alors, je ne sais pas si c'est de passer comme ça le relais, un peu comme Audrey Willemny a pu le faire pour moi. Et puis moi, j'ai été très ému il y a un an à peu près par une lecture d'un livre d'une de mes collègues qui s'appelle Daphné B. Et qui a publié un livre qui s'appelle Maquillée et qui est paru chez vous il y a quelques mois chez Grasset. Donc, c'est un livre qui était paru ici au Marchand de Feuilles et qui est un essai. Donc, Daphné B est une femme au début de la trentaine, tout ça, et qui, on est en pleine pandémie, donc va, pour tuer le temps, circuler, si on veut, dans le labyrinthe qui est YouTube, et va, d'une chose à l'autre, commencer à avoir une réflexion sur, justement, pas le maquillage, mais l'industrie cosmétique, sur le rapport à l'autre, sur la communauté, sur l'argent. Donc, on parlait des tabous tout à l'heure. C'est un livre qui met le doigt sur beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, qui m'avait permis, en fait, d'avoir accès à tout un savoir qui m'était étranger et qui est lié notamment à… Là, je comprends un peu mieux, justement. Je regarde mes enfants, je vois un peu les mondes dans lesquels ils circulent, avec les réseaux, avec les ci, avec les ça. Mais pour moi, c'est une vraie expérience au-delà de ce thème-là d'écriture, puis de l'essai qui amène la pensée vraiment à un endroit que seule la littérature peut visiter. Donc, Maquillée de Daphné B. chez Grasset en France. Parfait. Moi, mon conseil lecture, ça va être celui-là. Ça va être 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah, paru aux éditions Le Cartanier. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement Mireille Lacroix de la délégation générale du Québec à Paris, ainsi que Camille Polian de l'agence Tram qui nous a permis de monter cette rencontre. Remercier aussi votre éditrice Alexis Morin qui était là au début. Alain, un grand merci. Voilà, Alexis est revenu. Un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Allez en librairie, achetez 1000 secrets, 1000 dangers, édition Le Cartanier. Vous allez le trouver soit à la librairie Doucet au Mans, soit aussi à la librairie du Québec à Paris. Allez, Alain, Alexis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt en librairie et bonne chance à ce merveilleux roman. Bonne journée. Merci.